Qu'est-ce que vous faisiez, vous, aux alentours d'octobre 2009? Eh bien, moi, je peux vous le dire très clairement. Aux alentours de cette date, je venais d'avoir mon premier appartement tout seul. Voilà, j'ai quitté le cocon familial et j'étais tout seul chez moi. Voilà. Je me suis rendu compte rapidement que je savais pas trop ce que j'allais pouvoir faire. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo à ce moment-là, et lorsque je me suis retrouvé tout seul, eh bien, je me suis demandé s'il fallait pas que je fasse mieux. Bon, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était une pensée à la con. On va pas se mentir, jouer aux jeux vidéo, c'est très cool. Et là, je redémarre ma PS3, et j'entends parler d'un jeu, voilà, je suivais beaucoup les actualités vidéoludiques à ce moment-là, et je m'étais un petit peu détaché de ça, et je vois un jeu popper un petit peu partout, à droite, à gauche. Un jeu qui s'appelle Borderlands. J'achète, livraison, je mets dans le petit lecteur de la PS3, et je ne décroche plus pendant de nombreuses heures. Bon, j'avais un job quand même, calme-toi, j'allais bosser, j'étais pas tout seul, j'étais pas en ermite, mais quand même, c'est un jeu qui m'a remis, si vous voulez, dans la lignée de ma passion pour le jeu vidéo, parce que Borderlands, c'est un univers riche, c'est un univers loufoque, on est sur un truc très Mad Maxien, si je puis dire, Mad Maxesque, je ne sais pas. Néanmoins, on est sur un univers explosif, riche, avec une histoire qui, tout du moins, dans sa narration, semble intéressante, des chasseurs de l'arche qui chassent, l'arche, un truc dont on ne sait pas ce que c'est, mais on sait que c'est là. On sait que c'est sur Pandore, on sait que c'est là, c'est la planète, c'est ici, on sait pas ce que c'est un trésor, c'est une légende, on le cherche. Bref, quoi qu'il en soit, j'y joue énormément, et je me rends compte qu'on peut y jouer à deux, et je fais toute la campagne à deux avec mon petit frère. Voilà, et ça, c'est le gros kiff, c'est Borderlands. Bref, je vous parle de tout ça, pourquoi? Parce que aujourd'hui on va parler d'une autre adaptation, on en fait beaucoup en ce moment. On en a beaucoup des adaptations de jeux vidéo, mais elles sont toutes différentes. Et aujourd'hui, on va parler de celle que j'attendais le moins. Très clairement, je te le dis, c'est celle que j'attendais le moins pour une raison très simple, c'est que c'est un jeu d'arène, et que les jeux d'arène, c'est pas ce que je recherche le plus, voilà. Notamment les arènes dans Borderlands, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et dans tous les RPG, il y a toujours un moment où il y a une arène, où il y a des combats à faire de manière successive, pour essayer d'être le premier, etc. Et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, ça commence mal. On parle aujourd'hui de Borderlands, l'arène des brutasses de Monsieur Torgue. Alors Monsieur Torgue, c'est... en gros, c'est un vendeur d'armes dans le jeu, voilà. En gros, tu peux acheter des armes au distributeur comme t'achèterais un Coca-Cola Zéro parce que tu estimes que tu bois beaucoup trop de sucre et tu penses qu'un Diet Coke c'est quelque chose qui va changer ta vie. Non. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de tout ce qu'il faut savoir, au moins pour démarrer. Dans Borderlands, l'arène des brutasses de Monsieur Torgue, c'est beaucoup trop long comme nom, et à la fin, je te donne mon avis sur ce jeu. Alors, j'ai pas fini la campagne, je préfère te le dire, mais je ne peux pas... En fait, c'est toujours un moment où je dois me dire, il faut quand même que je fasse la vidéo, parce que c'est des personnes qui sont intéressées par le jeu, faudrait pas qu'ils attendent dans 6 mois et qu'ils aient acheté le jeu et qu'ils soient déçus. Voilà. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc j'ai quand même bien avancé, mais je n'ai pas terminé. Bref, au moins tu verras de quoi il en retourne. Dégaine ton plus gros loot pour tirer sur le bouton like et sur le bouton s'abonner. Et puis, c'est parti. Et le voici, Borderlands, l'arène des brutasses de Monsieur Torgue. J'ai mis en place le tout premier scénario pour vous expliquer, parce que ce sera tout aussi simple que je vous explique sur ce premier scénario, comment est-ce que les choses opèrent. Donc déjà, je vais vous préciser tout de suite que ces explications de règles ne seront pas forcément exhaustives, pour une raison qui est très simple, c'est qu'il y a beaucoup de scénarios, pas mal de scénarios qui vont vous donner des règles supplémentaires, vous allez avoir des éléments de jeu supplémentaires également, donc je vais pas pouvoir tout couvrir, parce que sinon la vidéo elle va durer 4 heures, et vraiment le but, je pense, et c'est quelque chose qui va vous intéresser à mon sens, c'est de savoir de quoi il en retourne lorsque l'on joue un Borderlands, l'arène des brutasses de Monsieur Torgue, plutôt que de savoir tout dans les moindres détails. Voilà, donc là, la mise en place est effectuée du premier scénario, donc bien évidemment, comme dans tout ce type de jeu, dans tous ces types de jeux-là, vous allez avoir un livret de scénario qui va vous expliquer comment mettre en place le jeu, donc vous reproduisez, alors là je l'ai fait pour que ça rentre dans la caméra dans ce sens-là, et à l'intérieur vous allez avoir tout un tas de petites règles bien évidemment. Donc je fais un tour très rapide parce que finalement tout est indiqué sur le livret de scénario, mais voilà, grosso modo vous mettez les tuiles en fonction de ce qui est indiqué dessus, vous allez placer les ennemis aux endroits, donc ce sont les oranges aux endroits indiqués, vous avez certains éléments de jeu comme des boîtes aux lettres, là ici on a des bombes,
On a des distributeurs, vous avez les cartes des ennemis donc que vous allez affronter, ben, bien, vous les placez là, à savoir que dans, donc moi j'ai la boîte de base, je crois que c'était un Kickstarter à l'origine, on va avoir, le scénario va vous donner des cartes annonces, donc annonce c'est marqué derrière, ce sont en gros l'automatisation des ennemis, c'est comme ça que ça fonctionne dans Borderlands, là dans le premier scénario on vous demande d'en sortir 4, vous en sortez 4, et en plus vous avez la carte qui est toujours présente, qui est la carte 0, c'est comme ça qu'ils l'appellent, vous la mettez tout au bout de la ligne. Les différents decks de cartes, alors vous avez des decks de soins, decks armes à feu, decks de munitions et les decks légendaires. Voilà, vous avez quoi d'autre? Un deck ici de cartes événements, donc ça vous allez le constituer au début de la campagne, vous allez mélanger toutes les cartes ensemble avec les cartes du boss, donc on vous le précise dans la règle. Maintenant qu'on a fait, ah si on a ça, le sac du loot avec le petit claptrap dessus, donc dedans vous avez du loot, vous mettez tout le loot à l'intérieur, donc ce sont des jetons, voilà comme ça, là, bon, j'ai pris les 3 mêmes, c'est incroyable, mais voilà, bref, vous avez des jetons ronds, la seule chose que vous ne mettez pas c'est des jetons légendaires, vous trouverez l'illustration dans le livret. Pourquoi? Parce que le loot légendaire vous l'avez en fonction de ce que vous dira le scénario, alors que là c'est vraiment une pioche au hasard au moment où vous allez flinguer quelques ennemis. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre donc voilà, il y a 2 sets 2D comme ça, bah, vous les mettez à disposition des joueurs. Les joueurs vont avoir un certain nombre d'argent au début du scénario, cet argent vous allez pouvoir le conserver si vous finissez le scénario avec, mais si jamais vous êtes si un des joueurs se fait éliminer, eh bien il va pouvoir ressusciter par les stations, c'est New You, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, ouais, New You, et dans ce cas-là, ça vous coûtera 500 $ à chaque fois que vous allez devoir réapparaître. Ensuite, au niveau des joueurs, alors là, attention, je précise, j'ai fait une mise en place, j'ai mis que 2 personnages, mais vous devez jouer les 4. Vous devez jouer les 4. J'ai pas mis les 4 parce que j'ai pas de place. Enfin, si j'ai de la place, mais bon, ce serait foutoir, et ça sert absolument à rien vis-à-vis des explications que je vous sors tout, mais je le précise bien, il faut que vous jouiez avec les 4 personnages, que vous soyez en solo, à 2, 3, 4 joueurs. Il faut le faire. Voilà, donc les cartes personnages, vous avez la carte du personnage, vous avez éventuellement un familier, c'est le cas de Mordecai avec Sanguine pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo. Donc ça, par exemple, Amara ici n'en a pas. Et vous avez un arbre de compétences à sélectionner. Donc vous avez plusieurs arbres comme dans le jeu vidéo. Vous sélectionnez dès le début de la campagne celui qui vous intéresse. Mais vous avez tout à fait le choix en cours de campagne de changer d'arbre comme dans le jeu vidéo. Je vais me répéter pas mal là-dessus. Vous avez le droit de vider en fait toute de votre pile, de changer de carte et remettre les petits points de niveau. Ça, je vous expliquerai comment on gagne les niveaux dessus. Mais bon, voilà, au début, essayez d'en sélectionner un qui ira avec votre style de jeu. Vous avez les armes de départ, elles sont identifiées sur la carte. Là, par exemple, on a le Quick Shot et le Mukamuk, pardon. Donc ça, bah, c'est un flingue et un fusil sniper. Et Amara a le Bang Stick. Avec ça, vous avez des jetons d'action à récupérer. Donc là, vert, jaune, jaune. C'est pareil pour tous les personnages. Et ensuite, vous allez devoir donc mélanger tous les paquets comme ça, qui sont les paquets projecteurs. Vous les mélangez et vous distribuez à chaque joueur, et ça vous le ferez à chaque scénario. Ça changera à chaque scénario. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Eh bien, c'est, en gros, vous êtes dans l'arène des Brutas, je reviendrai là-dessus aussi, mais vous allez avoir un projecteur sur vous, et c'est vous qui serez la cible des ennemis. Grosso modo. Et voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les stations New You, justement, on les a placées, voilà. Et lorsque vous allez commencer, vous allez avoir une zone de départ, hop, sur les scénarios qui est identifiée en vert. Il va falloir que vous placiez tous vos personnages sur ces zones-là. Donc là, par exemple, je les ai mis comme ça, peu importe. Voilà, vous vous débrouillez. Il y a des limites, par contre, et ça, j'y reviendrai également. Des limites par zone. Voilà, on y est. La mise en place est effectuée. Il y a plein d'éléments. Il y a tout plein d'éléments. Beaucoup d'éléments. Je vais pas tout vous montrer encore ici parce que j'ai même pas assez de peau pour trier tout ça. Il y a des éléments que vous n'utiliserez pas, mais sachez qu'il existe voilà des éléments pour des attaques élémentaires. Vous avez les petits jetons pour gagner des niveaux, ça je vais vous montrer après. Vous avez des boucliers également, bref. Vous avez des barils qui sont des trucs de mise en place que vous allez pouvoir avoir. Bref, il y en a beaucoup. Donc on va se concentrer sur l'effet de jeu et sur comment est-ce que ça se passe. Donc quel est le but du jeu dans Borderlands, l'arène des Brutas de Monsieur Torgue? Et bien comme je vous l'expliquais, vous allez jouer une campagne. Une campagne va vous emmener jusqu'au bout, l'ultime affrontement qui est l'affrontement d'un boss, et puis bah, si vous avez réussi, vous avez gagné. Mais donc vous allez jouer scénario par scénario et vous allez monter en compétences, gagner en niveau, etc. Donc le but du jeu sera de finir, d'atteindre les conditions de victoire de chaque scénario pour continuer de progresser. C'est comme ça que ça va se passer. Et comment est-ce que ça marche? Eh bien, ça je vais vous l'expliquer. Quand on joue à Borderlands, donc je vais arrêter là, Borderlands, ok, ça sera plus simple. On va jouer d'abord le tour des joueurs,
et ensuite, enfin le tour des chasseurs de l'arche, et ensuite le tour des ennemis. Donc je vais vous montrer un tour de chasseur de l'arche, enfin je vais vous expliquer en tout cas tout ce que vous pouvez faire. Le truc c'est que vous avez le livret de règles, hop je le cherchais, il est là, qui vous répertorie à l'arrière tout ce que vous allez pouvoir faire, donc je vais le prendre avec moi histoire de ne rien oublier. Comment est-ce que ça va fonctionner déjà de manière générale? Lorsque vous allez jouer, vous allez réaliser des actions, et ces actions, la plupart du temps, vous coûteront des jetons d'action, qui sont ces jetons que vous avez ici. Vous allez retourner le jeton et réaliser l'action en fonction de la couleur du jeton que vous aurez sélectionné et le type d'action que vous souhaitez faire. Par exemple, si vous souhaitez faire un déplacement, on a un troisième type de jeton, j'y reviendrai après, c'est les jetons rouges, et sont moins sympathiques, c'est les jetons que vous chopez quand vous êtes blessé, mais ça j'y reviens. Mais en gros, lorsque vous allez vous déplacer, si vous utilisez un jeton rouge, vous vous déplacez d'une case, un jeton jaune de 2 cases, un jeton vert de 3 cases. Dans le jeu, on appelle ça des zones. Donc là, si par exemple avec Mordecai, je décide de l'activer, on s'active dans le sens que l'on souhaite, ça peut être... on se concerte, c'est un jeu coopératif, on se concerte entre les joueurs. Par exemple, je veux commencer avec Mordecai, si j'ai un jeton rouge, hop, je le retourne, je me déplace d'une zone, très bien. Si j'ai un jeton jaune, je le retourne, je me déplace jusqu'à 2 zones, très bien. Jeton vert, t'as compris, jusqu'à 3 zones. Voilà comment ça va se passer pour les déplacements, et à chaque fois qu'on utilise un jeton, on le retourne, parce que donc ça veut dire simplement qu'on a consommé ce jeton, et qu'on ne peut plus le réutiliser. Évidemment, on va commencer directement par les attaques, parce que c'est quand même une essence, voilà, c'est l'essence du jeu. Vous savez, dans Borderlands, on tire à tout va, c'est bien le principe du jeu aussi. Le système de combat dans Borderlands est assez particulier. Alors pourquoi ça? Parce qu'on va jouer suivant plusieurs choses, suivant le dé que l'on va utiliser, en fonction de l'action que l'on va faire. Je vais reprendre le bon jeton. L'arme que l'on va utiliser aussi vis-à-vis des distances, et voilà. Comment est-ce que ça va se passer? Alors mettons que ce soit déplacé, hop, on va dire que mon Mordecai, il se trouve ici. Et il souhaite affronter, voilà, un ennemi tout simplement. On va sélectionner l'ennemi à portée en fonction de l'arme que l'on souhaite utiliser. Si on regarde les armes que l'on possède ici donc j'ai 2 armes. On voit qu'on a une arme avec une portée rouge et jaune, et une autre arme avec une portée noire. Ça va signifier, ça va permettre d'indiquer jusqu'où est-ce que l'on va pouvoir attaquer, dans quelle zone surtout. Par exemple, si je prends l'arme rouge, ce sera un cercle qui sera donc soit autour de mon personnage, soit la case sur laquelle je me trouve. Le cercle jaune, c'est le cercle qui est immédiatement une zone après. Donc là, je ne suis plus sur cette zone-là, je suis sur la zone, hop, autour. Cercle vert, encore autour. Le noir, c'est particulier, parce que le noir, par exemple, le fusil sniper, c'est assez thématique finalement. Il faut être suffisamment loin pour l'utiliser. Il faut être à minima à 4 zones de la cible que l'on souhaite viser. Par exemple ici je suis à 4 zones, 1, 2, 3, 4, très bien, je peux l'utiliser. Je pourrais être à 5, 6, 7, 10 zones, ça marchera. Il faut juste que j'ai une ligne de vue. Et alors comment est-ce que ça marche pour les lignes de vue? Parce que vous allez faire beaucoup d'attaques, vous allez faire surtout des attaques à distance dans Borderlands. Et bien une ligne de vue c'est très simple, il faut être capable de tracer une ligne entre le centre de la case où se trouve le personnage qui agit et les cibles. Voilà, et là, le centre de la case des cibles. Ici c'est très simple, c'est tout droit, c'est réussi. Si je souhaite attaquer ici, on voit que je passe sur un bord. Alors est-ce que les bords bloquent la ligne de vue? Non, ils ne bloquent pas la ligne de vue, même si ici il n'y a pas de tuile, vous pouvez attaquer ici. Je vous donne un autre exemple, par exemple, je souhaite attaquer, hop, on va le faire comme ça, je souhaite attaquer ce personnage qui se trouve ici. Je ne peux pas, pourquoi? Parce que je peux passer par l'arête au centre, d'accord, mais il y a un ennemi de chaque côté. S'il y avait un ennemi en moins, eh bien très bien, j'aurais la ligne de vue. Voilà les petites subtilités qui existent vis-à-vis des lignes de vue, et on ne peut pas tirer à travers un ennemi, on peut par contre tirer à travers nos alliés. Voilà comment ça marche. Donc je me retrouve ici, mettons que je souhaite attaquer avec mon quick shot, voilà, qui est mon pistolet tout à fait classique. Il n'y a rien de particulier, vous verrez qu'il y a beaucoup de mots-clés sur les armes, mais là on va faire une attaque tout à fait standard. Je veux viser un ennemi, très bien, je suis dans la zone jaune, parce que 2 cases, je regarde les jetons que j'ai, je veux utiliser un des verts ou un des jaunes, je peux utiliser un des verts ou un des jaunes. Qu'est-ce que ça change? Eh bien c'est simplement le nombre de faces du dé. Des rouges, 6 faces, des jaunes, 8 faces, des verts, 12 faces, et le dé noir c'est un truc un peu particulier que vous allez utiliser dans certaines actions quand le jeu vous le dira, et vous avez un dé à 4 faces, idem, ce sera lorsque le jeu vous le dira. Donc là par exemple je veux utiliser un dé vert, très bien, je retourne l'action, hop, je prends le dé et je le lance bien évidemment. Hop, et bien ça tombe très bien, ça c'est un critique. Voilà, donc vous avez évidemment 12 faces. Il y a la maladresse, qui est un échec critique grosso modo.
vous avez donc la réussite critique qui fait que vous réussissez systématiquement, et puis le chiffre bien évidemment. On va commencer, donc j'aurais pas dû faire ce chiffre là, enfin faire une réussite critique, mais c'est pas grave. On va commencer en disant par exemple voilà j'ai fait 6, voilà. Comment est-ce que ça se passe? Je regarde, c'est un sadique classique, donc j'ai sa carte de sadique ici. On voit que il y a 3 données sur cette carte, sa vitesse de déplacement, son armure et son nombre de points de vie. Ici c'est l'attaque qu'il va utiliser lorsque l'on va faire le tour des ennemis, donc j'y reviendrai après. Ici ce qui va nous intéresser bien évidemment c'est l'armure. Je vois que, allez on va changer le petit score histoire de vous montrer un petit peu. Je suis à 4, j'ai lancé un D12, j'ai vraiment pas fait un truc très ouf. 4, très bien, qu'est-ce que j'ai fait? Une attaque à distance. Je regarde la carte de mon personnage, la carte de mon personnage me dit que en attaque à distance, il a 2, donc on rajoute 2 à la valeur de ce dé, j'arrive donc à 6, j'ai égalisé le bouclier qui se trouve ici, j'ai donc réussi à l'éliminer. Il faut faire supérieur ou égal à la valeur de bouclier pour éliminer l'ennemi. Si jamais j'avais pas fait suffisamment, eh bien il se passait rien. Simplement, voilà, il restait là. Par contre, attention, si vous faites un échec critique, donc une maladresse, vous retournez la carte et la carte va vous indiquer ce qu'il va falloir faire vis-à-vis de la figurine. Par exemple, si je fais une maladresse en attaque contre cette figurine, eh bien, cette figurine se déplace de 3 zones vers le chasseur de l'arche qui vient de le rater, hop, puis l'attaque si possible. Voilà comment ça va se passer. Donc, là, j'ai attaqué mon ennemi et j'ai réussi. Alors, je l'ai éliminé parce qu'il n'a qu'un point de vie. Et évidemment, certains ennemis ont plus de points de vie. Donc, dans ce cas-là, il va falloir marquer les dégâts, hop, avec ce que vous avez. Alors, il n'y a pas de jeton de dégâts particulier dans ce jeu. Donc, vous allez marquer avec ça, ces symboles-là, et ça vous dira combien de dégâts il aura subi. Évidemment, si vous arrivez au bout, eh bien, il sera éliminé. Mettons que donc, je réussisse, là, cette fois-ci, j'ai réussi mon attaque, j'ai éliminé cet ennemi. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on élimine un ennemi? On prend systématiquement le sac de loot et on pioche au hasard à l'intérieur un loot. Voilà, on a 2 types, enfin il y a des loots uniques, mais on a essentiellement 2 types de loot. Vous avez des loots où sur le verso vous allez avoir une valeur en dollars, une valeur de revente, et l'autre où vous avez une carte dessinée. La différence c'est que si vous piochez le jeton avec la carte, vous allez le laisser sur place, alors que si vous piochez celui avec la valeur de revente, vous le lootez immédiatement et vous le prenez. Il n'y a pas de limite au nombre de loots que l'on peut porter. Voilà comment ça va se passer vis-à-vis du loot. Donc là, on va imaginer que j'ai pioché ça et on va le conserver. Voilà ce qu'il faut savoir sur les attaques. Vous avez des mots-clés. Alors, je ne vais pas tous les faire, mais je vais vous donner les mots-clés, par exemple, que vous avez sur les objets de départ, sur les cartes de départ. Par exemple, ici, sur ce fusil sniper, il a précision. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si j'attaque, donc il faut que je sois suffisamment loin, je le répète. Si jamais je rate mon attaque, précision me permet de relancer le dé une fois, si je le souhaite. Très bien. Vous avez ici par exemple le contrôle des foules avec l'arme de départ d'Amara. Alors Amara, lorsqu'elle vient ici par exemple, si elle souhaite attaquer cette zone là, contrôle des foules lui permet de faire un truc assez cool, c'est qu'avant de commencer, elle va lancer le dé violet, hop je le lance, j'ai fait une réussite critique donc qui vaut un 4, donc elle va pouvoir attaquer jusqu'à 4 ennemis simultanément dans cette zone. Donc là, il aurait fallu que je fasse au minimum 2 pour pouvoir tous les attaquer. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lance un dé, elle choisit un tout pareil, hop, mettons qu'elle choisisse le vert, elle lance le dé, très bien, hop, elle fait 6, on regarde, 6, attaque à distance, ce personnage-là n'a pas de valeur d'attaque à distance, eh bien ça restera 6, eh bien ça tombe bien, parce que les deux ont 6 de boucliers, donc les deux sont éliminés, et on loot donc 2 fois. C'est comme ça que ça va fonctionner. On ne relance pas le dé pour chaque ennemi, c'est une attaque pour tous les ennemis et ensuite on voit qui est éliminé ou non. Voilà, donc ça c'est certains des mots-clés que vous pouvez avoir. Vous avez des mots-clés comme explosifs qui vont toucher tous les ennemis de la même case. Vous avez des mots-clés qui vont aussi infliger, suivant le résultat du D4, des états, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, vous avez ce type d'état là. J'aurais peut-être dû les sortir finalement. Par exemple, on a l'état corrosif. Je vous donne un exemple. Si j'avais une attaque corrosive, et bien même principe, une fois que j'ai infligé les dégâts, je lance ce dé-là, et si je réussis à faire un critique, et bien je place corrosif sur la figurine. L'exemple corrosif, ça réduit la défense de 1 de la figurine en question. Vous avez l'état de feu, par exemple, enflammé. Dans ce cas-là, et bien à la fin de chaque tour des ennemis, toutes les figurines, même les vôtres, hein, qui avaient cet état-là, vont subir un dégât. Voilà comment ça va marcher essentiellement autour des combats, donc je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. En sachant évidemment que si vous utilisez un jeton jaune, et bien vous allez lancer un dé jaune. Voilà. Ça c'est, je dirais qu'on a fait les 2 actions principales quand même, déplacement et attaque. Il est toujours possible d'attaquer au corps à corps. Dans ce cas-là, c'est la valeur du point, comme vous pouvez avoir par exemple ici avec sanguine, il y a un petit point qui se trouve comme ça.
si vous piochez d'autres armes à feu, donc il faut savoir que dans un inventaire, vous avez la possibilité d'avoir 2 armes à feu en main, vous avez la possibilité d'avoir un modificateur, vous avez la possibilité d'avoir une grenade, et voilà. Et si vous devez piocher, par exemple là si je dois piocher une 3e arme, mettons que j'ai une 3e arme, et bien elle irait dans ma poche. Voilà comment ça se passerait. Et comment est-ce que ça se passe, enfin dans mon sac à dos plutôt. Vous avez la possibilité de retourner un jeton n'importe lequel pour interchanger les armes que vous souhaitez utiliser. Voilà comment ça va se passer. Ça consomme un jeton. Vous pouvez consommer un jeton pour échanger du butin avec un autre joueur. Ça c'est pareil, c'est une des actions que vous allez pouvoir faire. Il y a des actions qui sont gratuites où vous allez pouvoir ramasser des choses. Par exemple, justement, tout à l'heure on a parlé de butin qui se trouvait sur le terrain. Alors mettons qu'on ait éliminé un personnage ici, et bien lorsque vous vous déplacez, si vous vous retrouvez sur la case, vous pouvez ramasser gratuitement le butin et le placer sur votre fiche. C'est gratuit, c'est-à-dire que ça ne consomme pas de jetons d'action. Voilà. Et il y a une autre action que vous allez pouvoir faire, c'est interagir. Ça, en fonction des scénarios, vous avez plusieurs types d'interactions. Là, par exemple, si on regarde ce qu'il y a ici, on voit qu'on a une boîte aux lettres ici. Si vous connaissez bien le jeu vidéo, dans les boîtes aux lettres, on les ouvre, on trouve des munitions, de l'argent, etc. Par exemple, ici, je veux interagir avec cet objet-là. Donc, il y a plusieurs types il y a des coffres, évidemment, tout ce que vous retrouvez dans le jeu vidéo. Si je veux interagir avec ça, il va falloir que je retourne un jeton, par exemple, jeton jaune, je le lance, et le but, ça va être de faire une action technique de valeur 4. Donc là, j'ai fait 5 direct très bien. L'action technique, c'est correspond à cet engrenage-là. Voilà, donc je rajouterais cette valeur-là si j'avais pris le personnage. Là, c'est pas le cas. Très bien, j'ai réussi. Qu'est-ce que je fais? Je retourne le jeton et je prends ce qui est noté dessus. Tout simplement. Et on retire le jeton bien évidemment. Là ici vous avez des bombes, les bombes sont spécifiques au scénario numéro 1, mais ça j'y reviendrai après, on va rester dans les généralités. Donc vous allez jouer suivant, donc vous allez faire vos tours, etc. Vous avez consommé tout vos jetons, très bien. Pendant votre tour, il y a une chose à laquelle il faut faire très attention, et j'en ai pas parlé dans la mise en place, vous avez un jeton de projecteur, c'est-à-dire c'est le jeton, voilà, il faut bien avoir en tête que c'est une arène, les joueurs vont se battre, en gros, voilà, c'est vraiment l'élément d'un des jeux, enfin des jeux vidéo, vous avez des arènes où vous pouvez vous battre, donc il y a des personnages qui sont sous les feux des projecteurs, très bien. Sauf que le feu des projecteurs va évoluer en fonction des cartes que vous avez piochées au début de la mise en place. Par exemple, Amara, lorsqu'elle élimine au moins 3 ennemis pendant une activation, elle recevra le jeton projecteur, tandis que Mordecai le récupérera lorsqu'il recevra au moins 2 pions butin pendant une activation. Voilà comment ça va se passer. Donc ça va tourner comme ça. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, ces cartes projecteurs vont changer au fur et à mesure des scénarios. Vous allez les redistribuer à chaque joueur, donc pour pas qu'il y ait toujours les mêmes choses. Il y a des cartes, vous verrez, qui feront en sorte que vous n'ayez jamais le projecteur. C'est-à-dire que vous avez des cartes, par exemple, vous allez éliminer des personnages au corps à corps. Si vous allez éliminer X personnages au corps à corps, vous avez le projecteur. Mais si vous avez que des armes à feu, vous n'allez jamais le faire. Donc forcément, si jamais vous restez bloqué dans ce système-là, ça va pas être très fun. Voilà comment ça va se passer par rapport à ça. Petite parenthèse, par exemple sur le familier, c'est indiqué sur le personnage comment est-ce qu'il s'active. Par exemple avec Mordecai, dès que Mordecai commence à jouer, eh bien vous allez pouvoir faire une action verte avec Sanguine sans utiliser de jeton. Donc Sanguine, par exemple, là si elle est là, elle pourra se déplacer, action verte, 3 cases, 1, 2, 3. Si elle se trouve ici, en sachant qu'au corps à corps, vous pouvez être ici, vous pouvez être à une case, eh bien vous allez pouvoir consommer des jetons de Mordecai plutôt que les utiliser pour Mordecai, vous pouvez les utiliser pour Sanguine, pour son familier. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus, tout est indiqué ici. Et une fois que vous allez donc faire vos tours, qu'est-ce qui va se passer? On passe au tour des ennemis. Et là, on va prendre la première carte annonce, et sur la carte annonce indiquera le comportement des ennemis. Et donc vous allez résoudre la première ligne pour tout le monde, puis la deuxième, puis la troisième. Par exemple, ici, on voit attaque. Hop, je vais mettre ici histoire que ça se voit bien. Attaque. Donc, on va sélectionner, c'est les joueurs qui choisissent dans quel ordre on va le faire. Donc, attaque, qu'est-ce que ça signifie? On prend. Par exemple ici on a un sadique, très bien ce sadique là, qu'est-ce qu'il fait? Attaque, il a une attaque portée 1, force 7, bah oui c'est une attaque au corps à corps, sauf que là il peut pas la réaliser, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tricher un petit peu, on va avancer un peu comme ça, on va dire que ce personnage il est là, voilà, portée 1. Donc là, il est au bon endroit, très bien, il peut attaquer, on voit qu'il a force 7, et il va attaquer Mordecai. Mordecai, il a le projecteur, donc ça tombe plutôt très bien. Donc comment ça se passe? Eh bien, portée 1, force 7, on regarde la carte de Mordecai. Ici on me dit que c'est une attaque de corps à corps qu'il faut défendre donc avec le point. Ici il n'y a pas de point, donc Mordecai n'aura pas de bonus vis-à-vis de sa défense. Par contre il va sélectionner l'un des jetons, peu importe s'il est épuisé ou non, on s'en fiche. Il va sélectionner l'un des jetons, par exemple il sélectionne le vert, il lance le dé vert. L'idée ça va être d'égaler ou de dépasser la valeur qui se trouve ici pour annuler l'attaque, pour défendre l'attaque. Là j'ai réussi, très bien. On prend pas de dégâts, attention, si par contre on échoue, on n'arrive pas, même avec nos éventuels bonus, à atteindre la valeur indiquée de 7, on subit une blessure. Et donc dans ce cas-là, j'ai choisi le jeton vert, j'ai lancé le dé vert,
je perds le jeton vert au profit d'un jeton rouge qui est dans le même état, donc épuisé. Et le jeton rouge, je le rappelle, c'est un D6, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on va jouer, on va résoudre toutes les attaques comme ça. Je reviens après sur le fait qu'il y a un moment, vous allez peut-être être éliminé, évidemment, donc ça on y revient. Si jamais vous n'avez pas la possibilité, si l'ennemi n'a pas la possibilité d'attaquer, par exemple ici on voit que ces ennemis-là au corps à corps, ils peuvent pas attaquer, et bien qu'est-ce qu'ils vont faire à la place? Et bien ils vont seulement se déplacer. Et ils vont se déplacer toujours vers le porteur du projecteur. Ici, donc, ils vont faire 1, 2, hop, et il s'arrête à portée. Il est à portée de 1, très bien, ça marche aussi à distance. Les autres personnages, on voit que les maraudeurs ici, ils ont une portée de 3. Ils s'arrêteront donc à 3 cases dès qu'ils peuvent attaquer. Ils vont pas aller au corps à corps. Ça semble assez logique finalement. Si par contre, c'était Amara qui avait le projecteur, eh bien, on prendrait le chemin le plus court pour aller vers elle. Donc 1, 2, 3, hop, et là, 1, 2, 3. C'est comme ça que ça fonctionnera. Mais, si jamais également, par exemple ici on se retrouve dans une phase où attaquer, donc très bien il veut attaquer, mais oui mais celui-ci il peut pas attaquer Amara, même si elle a le projecteur, il peut pas, il est trop loin, donc dans ce cas là on a un ordre de priorité qui est établi, on fait ceux à portée, si on a plusieurs celui qui est le plus blessé, voilà, ça vous regarderez dans le livret, c'est indiqué. Donc là attaque, très bien, on résout les attaques, donc tout le monde se déplace, etc. C'est comme ça que ça va se passer. On va continuer, donc forcément, les actions de déplacement, bon, je vous les ai expliquées, hein. Vous regardez la valeur de déplacement de l'ennemi, je sais même pas où est-ce que je l'ai mis cet ennemi. Hop, je l'ai caché ici, on voit qu'il a une valeur de 3, donc il se déplacera de 3, le maraudeur il a une valeur de 2, etc. On va avoir le spécial, donc spécial, il suffira de regarder la carte des personnages, et chaque personnage a une attaque spéciale. Par exemple, les sadiques qui attaquent normalement au corps à corps vont lancer des haches, donc ils vont faire la même attaque mais à une distance de 3. Donc attention, ça veut dire que là on voit spécial et attaque, donc il va attaquer au niveau déjà spécial à distance, plus une attaque au corps à corps s'il est au corps à corps, donc ça faut faire super attention vis-à-vis du comportement de tous ces ennemis. Et donc je fais pas tous les spéciales mais vous avez compris, il va falloir se référer à la carte bien évidemment. Et on va avoir évidemment aussi les apparitions. Et là les apparitions, il va falloir prendre le livret de scénario, donc vous regardez le livret de scénario et sur le livret de scénario est indiqué comment est-ce qu'apparaissent les ennemis et comment est-ce qu'il va falloir faire. Là on m'explique que pour l'apparition de ces ennemis, il faut que je lance un des 4 et en fonction de la valeur, là je vois que j'ai fait un échec, enfin une maladresse, je fais apparaître 5 sadiques dans la zone 1, les zones d'apparition étant ici. Donc quand on fait apparaître des sadiques, donc là je vais pas prendre toutes les figurines, mais en gros, si celles-ci, mettons qu'on les ait éliminées, j'en ai 5 à faire apparaître, je commence hop sur la zone, puis à chaque fois des zones adjacentes, là j'en suis à 3, là j'en suis à 4, hop, il m'en faudrait un 5e, très bien, et bien le 5e je peux le mettre sur une zone adjacente de mon choix, tac, et voilà j'ai fait apparaître 5 sadiques, c'est comme ça que ça se passe. Attention, si vous n'en avez pas suffisamment, par exemple j'en ai 5 à faire apparaître et puis j'en avais plus que 3, et bien vous mettez tout ce qu'il faut, et vous vous arrêtez là. Mais attention, si jamais vous devez faire apparaître des ennemis et que vous ne pouvez pas en faire apparaître un seul, eh bien à la place, ils vont se déplacer et attaquer. Donc le jeu va vous demander d'éliminer les ennemis rapidement, de telle manière à éviter de vous faire submerger par ce type de comportement-là. Donc il faut faire super attention à ça. Et la dernière chose, donc là on ne la voit pas, c'est l'événement. Donc hop, je vais essayer de vous trouver ça. Non, j'ai rangé les cartes, c'est pas très grave. Il y a une ligne événement qui vous demandera de piocher ici, il suffira de lire la carte et c'est des trucs qui sont souvent pas très cool. Voilà, donc il faut faire quand même attention à ça. Mais au moins, ces cartes-là vous permettent déjà d'identifier ce qui va passer pendant le tour des ennemis. Une fois que tous les ennemis ont attaqué, on va passer à la phase de fin du round. Et donc là, on a 5 choses à respecter. On a un jet de purge à faire. On lance le D4 et en fonction du résultat, s'il y a 2 et 3, il se passe rien. Si vous effectuez une maladresse, vous allez jeter tous les butins qui se trouvent sur le plateau. Donc s'il y a des butins, les loot qui est tombé, vous allez le jeter. Si vous faites une réussite critique, vous retirez les états de tous les alliés et les ennemis, donc le jeton incendie, etc. Vous retirez tout ça. Ça permet un peu de nettoyer le plateau. Vous allez faire réapparaître les chasseurs de l'arche éliminés. Donc là, je viens sur la partie élimination des chasseurs de l'arche. On revient dans notre configuration. Mettons que notre Mordecai, là, il a vraiment morflé, et au fur et à mesure qu'il a joué, eh bien, il s'est fait largement blesser. Eh bien, si jamais il défend avec un dé rouge, donc je le rappelle, hein, notre ennemi va attaquer, donc là on voit qu'il attaque, portée 1, force 7, donc il faut égaler ça avec un dé 6, force 7, quand on n'a pas de bonus, on va vite comprendre que ça va mal tourner. Bon, je lance le dé pour la forme, très bien, je fais 2, je n'arrive pas à égaliser ça, donc comme j'ai défendu avec un dé rouge, eh bien, mon personnage est éliminé.
tout simplement. Il conserve tout, par contre on ne perd rien. Il est éliminé. Et lors de cette phase, donc fin du round, la phase numéro 2, les chasseurs de l'arche éliminés, c'est comme dans le jeu vidéo, vont réapparaître à côté d'une station New You. Donc vous choisissez la station que vous souhaitez. Donc là il y en a une ici, il y en a une là. Par exemple je veux réapparaître ici, très bien, hop, je réapparais ici et je récupère. Je soigne la totalité de mes blessures, donc je récupère tous mes jetons. Et voilà, et je suis prêt à repartir. Ha! Oui, mais pas que, parce que ça coûte de l'argent. On perd 500 $. Et si jamais vous n'avez pas la possibilité de payer pour faire réapparaître un chasseur de l'arche, eh bien vous avez perdu. Vous avez perdu le scénario. Voilà comment ça va se passer. Pareil, si jamais le chasseur de l'arche qui a perdu perd le projecteur, si c'est lui qui avait le projecteur et qu'il le perd, il le redistribue au personnage qui est le plus blessé. Voilà comment ça va fonctionner. On continue, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vérifier les conditions de victoire du scénario. Bon bah ça vous regardez, par exemple sur le scénario numéro 1, le but du jeu va être de faire sauter toutes les zones d'apparition. Donc ça je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Une fois qu'on a fait ça, on épuise la première carte de la file d'annonce, donc on la retourne et la prochaine fois donc l'IA ennemi en gros jouera en fonction de ce qui est indiqué ici. Et après tous les jetons épuisés, eh bien on les retourne face prêt et on est prêt à repartir pour un nouveau tour et on va continuer comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de supplémentaire? Là je vous ai vraiment donné les mécaniques dans la version large, mais par exemple ici on voit que sur ce scénario le but va être de ramasser ces bombes là. Donc par exemple je vais me déplacer, je vais ramasser les bombes très bien et je vais devoir me mettre à côté d'une zone pour pouvoir la faire sauter. Pour ça on réalise une action particulière, elle est complexe, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ennemis avec moi pour le faire. Si j'ai un ennemi avec moi, je ne peux pas tenter de faire sauter le truc. Donc là hop, je retourne, je consomme ma bombe et je fais sauter la zone, très bien, je la retourne et ça c'est une des conditions du premier scénario, c'est vraiment lié au premier scénario, attention, hein. Donc vous allez avoir d'autres choses après. Qu'est-ce que l'on peut savoir d'autre? Donc voici les différents types de loot que vous allez pouvoir trouver dans le sac. Donc on a des loots un peu plus traditionnels et des loots en bas qui sont des loots spéciaux, ça j'y reviendrai juste après. Si vous réussissez à looter cette arme à feu, vous avez deux choix, soit vous avez toujours pareil, hein, soit vous avez une valeur de revente derrière, soit vous avez une carte. La différence, quelle est-elle? C'est que soit vous utilisez pour l'effet qui se trouve devant, soit pour l'effet qui se trouve derrière. Si par exemple je me retrouve avec des jetons avec une carte, eh bien vous allez, si vous défaussez le jeton, pouvoir piocher dans le paquet correspondant. Par exemple si c'est une arme, ce sera dans le paquet des armes, si c'est munitions, paquet des munitions, si c'est les soins, paquet des soins. Voilà, c'est tout simple, vous allez piocher dedans. Par contre, s'il y a une valeur de revente derrière, vous ne pouvez pas faire ça. C'est un jeton que vous allez conserver, soit à la fin, soit l'utiliser pour l'autre effet, qui est l'effet qui se trouve devant. Si vous utilisez par exemple ce jeton-là pour l'effet du pistolet, ça va vous permettre d'échanger une arme équipée avec une arme que vous avez dans votre sac à dos sans dépenser de jetons d'action. Si vous faites ça, ça va vous permettre de recharger une arme, parce que oui, le jeu des fois va vous dire, bah vos armes sont déchargées. Dans ce cas-là, votre arme elle sera retournée. Et bien vous dépensez ce jeton-là et vous allez remettre toutes vos armes et boucliers qui sont déchargés de cette manière-là. Et là, vous avez la possibilité de vous soigner. Donc, vous allez vous soigner de 1. Donc, si par exemple, je le rappelle, hein, hop, je le rappelle, on est par exemple ici, dans ce cas-là, où j'ai une blessure. Vous allez soigner une blessure plus autant que votre valeur de médecine. Mordecai, il y a 1 de médecine, donc c'est jusqu'à 2 blessures. Et il va se soigner, donc retourner, virer le jeton rouge pour le remplacer par le jeton d'origine. Voilà comment ça va se passer. Et ces deux loots-là sont des loots spécifiques. Celui-ci, c'est une prime. Vous allez avoir une chasse à la prime, c'est-à-dire que vous allez piocher une carte chasseur de prime, qui sont des cartes comme celle-ci. Qui sont des cartes comme celle-ci, et dedans vous allez en gros avoir un personnage à affronter, et c'est un scénario qui arrivera entre deux autres scénarios de la campagne que vous allez pouvoir réaliser. Donc ça, lorsque vous l'avez pioché, vous ne le remettez jamais dans le sac, enfin pas pendant tout le scénario, vous le remettrez à la fin. Et ça, c'est la possibilité de gagner un niveau. Donc des niveaux, vous allez en gagner entre les scénarios, mais vous allez aussi en gagner pendant la partie lorsque vous réussissez à looter ce jeton, si c'est le cas. Et lorsque c'est le cas, eh bien tous les personnages vont gagner un niveau. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils vont pouvoir placer un jeton de niveau sur les compétences suivantes de leur carte. Alors au départ, hop, on le met sur la première, hein, chaque personnage va le mettre au départ sur la première capacité. Donc là par exemple ça rajoute plus 1 aux attaques à distance de Mordecai. Sur Amara ça lui rajoute une nouvelle capacité d'attaque. Mais si je gagne de nouveau un niveau, et ça c'est pareil, c'est comme dans le jeu vidéo encore une fois, vous allez choisir quel embranchement vous allez prendre. Là je vois que j'ai deux actions, je peux me dire, enfin j'ai deux gains de niveau, enfin deux compétences différentes, je peux me dire bah tiens moi je vais aller par là, et puis Amara va préférer aller par là. Et ça vous allez le conserver donc entre les scénarios, bien évidemment. Donc voilà pour ça.
On a fait le tour du loot, on a fait le tour finalement de ce qui va se passer. Alors vous avez des éléments de jeu comme ça, par exemple ce sont les distributeurs. Si vous interagissez avec les distributeurs de la même manière qu'avec ça, vous le retournez et ça signifiera simplement que entre les scénarios, vous aurez plus de choix pour acheter en fait du loot pour pouvoir vous équiper un petit peu plus tard. Donc si vous avez terminé le scénario, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, vous allez donc faire la partie entre les scénarios, vous allez piocher et éventuellement acheter des cartes entre ce qui c'est, parmi tout ce que vous allez piocher. Comment ça se passe? Eh bien, vous allez prendre tous les paquets, hop, donc que ce soit armes à feu, que ce soit soins et que ce soit munitions, et vous allez révéler des cartes comme ça, plus une carte légendaire. Et là, vous avez des coûts qui sont affichés en bas, donc vous avez des coûts et des valeurs de revente. Donc vous voulez l'acheter, donc le coût est à gauche. Et vous allez prendre tout l'argent que vous avez conservé ou accumulé, là on a les 500$, plus les jetons que vous avez, donc les jetons de... Voilà, par exemple ça c'est 200$, voilà. Et tout ça c'est commun à tous les joueurs. Et vous allez tout mettre en commun, et puis ensuite vous allez décider ce que vous souhaitez acheter. Vous pouvez acheter plusieurs choses et les distribuer à chaque joueur. Si vous avez interagi avec ces distributeurs-là, donc vous avez interagi par exemple avec la munition, mais pas avec les soins du Dr Z, et bien vous rajoutez, hop, 2 cartes supplémentaires, ça vous permet d'avoir plus de choix. Et une fois que vous avez fait votre choix, vous remélangez le tout dans les piles correspondantes. Vous gagnez un niveau si le scénario vous le dit, donc là je vous l'ai expliqué, et vous allez réinitialiser, récupérer tous vos soins, etc. Enfin, vous allez récupérer toute votre vie et tous vos jetons. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir recharger aussi toutes les munitions, et vous rééquiper comme vous le souhaitez. On va modifier les annonces, évidemment, les annonces vous allez les retirer parce que vous avez des annonces de rang 1 et vous avez des annonces de rang 2 et de rang 3, et bien lorsque vous allez jouer, vous allez faire progresser votre paquet. Au départ, vous avez que des annonces de rang 1, puis ensuite, dès que le premier scénario sera terminé, vous allez retirer 4 annonces de rang 1 pour les remplacer par des annonces de rang 2, et etc. Et vous allez faire progresser votre paquet, ça sera de plus en plus dur au gré des scénarios. Et ensuite, si vous avez pioché le fameux jeton chasse à la prime et pris une carte chasse à la prime, vous allez jouer un scénario de chasse à la prime qui est identifié donc dans le livret. Et voilà, et ensuite la fin du scénario vous dira, eh bien il va falloir aller vers tel ou tel scénario, parce que oui, c'est un jeu qui est une campagne qui n'est pas forcément linéaire, qui va vous orienter vers d'autres scénarios. Ce sera des choix qu'il va falloir que vous effectuez, donc ça c'est très intéressant. Je viens sur une dernière mécanique, une mécanique dont j'ai pas parlé, c'est la première chose qui est notée dans le livret de règles. On va parler de réactions. Les réactions, c'est des actions que vous allez pouvoir faire au moment où, si par exemple vous avez joué, hop, par exemple j'ai joué, mais vous avez décidé de ne pas utiliser un dé, donc là vous avez fait 2 actions, très bien, vous avez conservé ce dé là. Si jamais, hop, on se retrouve dans cette situation, un ennemi venait à blesser blesser un personnage, par exemple il blesse Amara, très bien, hop, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Mordecai va pouvoir utiliser son action et jouer immédiatement. Il fait ce qu'il veut, s'il veut attaquer, s'il veut se déplacer, quoi que ce soit. Ça permet de jouer en réaction comme ça, pour pouvoir peut-être éliminer un ennemi supplémentaire. Idem, si jamais on se retrouve dans une situation où le personnage, par exemple, si on a un personnage qui est, hop, blessé, alors mettons que ce personnage soit blessé comme ça, très bien. Hop, il est blessé comme ça, on va la jouer comme ça. Et là, j'ai décidé, pour une raison ou pour une autre, de défendre avec un dé rouge et j'ai raté. Qu'est-ce qui va se passer? Je vois que j'ai encore un jeton supplémentaire, et bien normalement, je suis censé être mort, puisque j'ai défendu avec un dé rouge. Et bien dans ce cas-là, je vais pouvoir jouer une action supplémentaire pour tenter de l'attaquer. C'est vraiment l'attaque de la dernière chance. Si je réussis à l'éliminer, je ne suis pas éliminé. Voilà, c'est une sorte de barreau d'honneur. Si vous réussissez, vous n'êtes pas éliminé. Par contre, la figurine d'en face, oui. Voilà. Je pense qu'on a fait... Alors forcément, ça n'est pas exhaustif, parce qu'il y a beaucoup de mots-clés, il y a beaucoup de subtilités vis-à-vis des éléments de scénario, etc. Mais vous avez une bonne visu de ce que propose Borderlands, l'arène des brutasses de Monsieur Torgue. Et maintenant, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, évidemment. Et voilà, c'est tout ce qu'il fallait voir, en tout cas, dans la grande majorité, vis-à-vis de ce que propose Borderlands, l'arène des brutasses de Monsieur Torgue. Maintenant, je vais te dire ce que j'en ai pensé. Alors, comme je te le disais en introduction, j'ai pas terminé la campagne, donc je vais pas te donner, je pourrais pas te dire si j'aurais envie de recommencer la campagne ensuite, si ce n'est quand même sur un petit point, comme je le précisais dans la vidéo, c'est que la campagne est quand même présente une rejouabilité dans le sens où vous allez pouvoir prendre différents embranchements de scénario pour atteindre l'épilogue de la campagne. Ce qui déjà, première chose, est un très bon point, de pouvoir s'orienter sur d'autres scénarios pour arriver jusqu'au bout, en sachant qu'il n'y a qu'une seule campagne à l'intérieur, mais il y a quand même de nombreux scénarios dedans. C'est quand même très intéressant de ce point de vue-là. En termes de mécanique, on se retrouve sur une mécanique de combat en arène qui mélange des choses assez classiques, donc on va sur du déplacement, sur un plan, voilà, des attaques corps à corps, attaques à distance, bref, avec une mécanique très originale, l'utilisation de jetons et de couleurs de dés différents du coup, donc il va falloir faire des choix
pour pouvoir essayer de l'emporter bien évidemment, mais il va falloir faire des choix dans nos actions pour voir ce que l'on souhaite privilégier avec un meilleur dé par exemple. Et ça je trouve ça très intéressant en tout cas dans le jeu, ça donne vraiment la sensation que parfois il va falloir faire des choix décisifs et que si on se plante, eh bien on risque de se faire ouvrir bien comme il faut lors de la phase des ennemis. Dans le jeu en lui-même, on ressent tout à fait l'ambiance qui est proposée dans le jeu vidéo, mais vraiment. C'est vraiment, je trouve, de ce point de vue-là, il y a un travail d'adaptation qui a été vraiment bien fait, dans le sens où on est vraiment en train de défourailler de la brutasse, et à looter un maximum, de looter n'importe quoi, et vraiment, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est un peu l'essence, ça c'est même l'essence de Borderlands, c'est vous allez défourailler à tout va, bla 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 bla. L'infiltration, bon, trop peu. Ici, on est vraiment là pour déglinguer de la brutasse et pour ramasser un max de loot, donc vous en avez beaucoup, et après vous allez pouvoir en revendre, et ça c'est vraiment top. Donc il y a vraiment une ambiance autour de ce jeu qui représente vraiment ce que je ressentais moi quand je jouais à Borderlands. D'ailleurs je l'ai réinstallé pour tout vous dire après y avoir joué, ça sera quand même bon, mais voilà. Autour de ça, vous avez donc, comme dans ce type de jeu, beaucoup de mots-clés évidemment, mais finalement vous allez checker une ou deux fois et vous allez vous en rappeler. Alors je vous conseille tout de même d'avoir la page à proximité ou d'en faire une photocopie pour tous les joueurs si vous jouez à plus de joueurs, parce que ça peut un peu être rébarbatif d'aller ouvrir, parce qu'il y a cette page-là qui est nécessaire, et il y a la page aussi de tous les jetons que vous allez pouvoir explorer sur le plateau, ainsi que les jetons que vous allez looter, donc ça pareil, au bout d'un moment vous allez vous en rappeler, mais aussi vous avez le livret de scénario avec les règles spécifiques, donc vous allez sortir pas mal de choses, donc je vous invite à photocopier les éléments des livrets de règles qui vous intéressent, mais après je sais que si vous êtes habitué à ce genre de jeu là, c'est des choses que vous faites régulièrement, vous trouvez des aides de jeu, voilà, ça je vous le dis, ça apportera fortement en fluidité, et c'est très intéressant de garder une certaine fluidité dans ce type de jeu là, pour rester un petit peu dans le nerf de la guerre, dans l'ambiance, voilà, qui est très nerveuse dans ce Borderlands. Le système de progression vis-à-vis des niveaux, très intéressant également, vous avez donc ce système d'arbres qui existait dans le jeu vidéo, vous gagnez des points de compétences en gros dans le jeu vidéo, et vous allez sélectionner, vous allez les attribuer à certaines compétences spécifiques suivant un arbre, et vous choisissez l'arbre que vous souhaitez. Et bien là, c'est pareil, vous avez 3 arbres différents, et en fait vous allez sélectionner au début d'un scénario l'arbre qui vous intéresse, placer, et à chaque fois que vous gagnez un niveau, vous placez, donc comme je vous l'expliquais, un petit jeton pour dire j'ai débloqué cette compétence et cette compétence. Mais vous avez la possibilité d'en interchanger aussi pendant les scénarios, et ça c'était tout à fait possible aussi dans le jeu vidéo, de vider votre arbre de compétences et de le remplir sur un autre si jamais vous voulez jouer différemment, ce qui vous permettra par exemple avec Mordecai, vous avez la possibilité d'exceller dans le fusil sniper, d'exceller dans le flingue et dans un autre truc. Voilà, si à un moment donné vous trouvez que utiliser les flingues c'est pas votre délire, vous préférez le fusil sniper, vous allez pouvoir changer, et ça ne dénature pas le jeu pour autant, on n'est pas non plus en train de perdre quelque chose, vous conservez votre personnage, je trouve ça quand même plus intéressant, néanmoins vous pouvez réadapter votre profil de combattant pour que ça colle mieux un peu à votre style de jeu aussi. Moi je sais que j'aime beaucoup jouer au sniper avec Mordecai, voilà, j'aime moins jouer au flingue. Donc chacun il trouvera quelque chose, et il y a matière à s'adapter, et ça c'est très intéressant dans ce que propose du coup Borderlands. On a aussi un matériel de qualité, alors le bémol par contre c'est qu'il n'y a pas un système de rangement très efficace, on a des inserts à l'intérieur pour ranger les figurines d'accord et les paquets de cartes, par contre tous les autres éléments, tout ce qui est jetons, ce qui est tuiles que vous allez prédécouper, ça va finir au-dessus de la boîte, en dessous le couvercle en fait. Donc ça c'est un petit peu dommage. Si vous avez une imprimante 3D, je sais pas s'il y a des fichiers qui sont disponibles, mais voilà, ça peut être judicieux d'avoir ça pour faciliter la mise en place, notamment parce que les sachets plastiques dans ce type de jeu là c'est quand même l'enfer pour mettre en place, surtout si vous allez faire plusieurs scénarios, c'est un peu pénible. Donc voilà, ça c'est un petit bémol. Néanmoins je trouve que les figurines sont de qualité tout à fait standard. Voilà, c'est pas les plus belles que j'ai vues, mais ça fait carrément le taf pour ce qui est. On a les figurines orange, donc ça, orange c'est assez cool, c'est vraiment dans le thème de Borderlands, voilà, c'est un petit clin d'œil que je trouve assez sympa. On a des tuiles qui sont de qualité, on a des cartes qui sont de qualité, on a vraiment cette ambiance au niveau des tuiles, donc les illustrations que vous avez sur les tuiles qui représentent tout à fait ce que vous verriez sur Pandore, donc c'est très intéressant aussi en termes d'immersion vis-à-vis du jeu vidéo. Les personnages que vous allez incarner, ils sont issus des 3 jeux, alors sachant que j'ai pas fait le 3ème, je préfère vous le dire, mais je sais que, donc il y en a un que je connais pas, il y en a, enfin bref, peu importe, il y en a un que je connais pas, donc forcément il fait partie du 3ème jeu. Comme vous êtes obligé de jouer avec les 4 joueurs, j'avoue qu'avec les 4 personnages, j'aurais préféré avoir un peu plus de choix. Voilà, c'est la boîte de base, je sais qu'il y a un Kickstarter et des extensions, je sais pas si les extensions sortiront en français en boutique, pour être tout à fait honnête, mais j'aurais préféré tout de même avoir au moins 2 personnages de plus pour pouvoir mixer un petit peu comme je veux. Là on n'a pas le choix, on a 4 persos, ces 4 persos, tout le monde va les jouer. Si vous jouez en solo, d'ailleurs je l'ai pas dit, mais en solo, il n'y a pas d'adaptation de règles, ça fonctionne exactement de la même manière, et c'est très bien comme ça.
c'est pas difficile. Comme vous retournez les jetons pour les actions que vous avez effectuées, finalement vous arrivez très facilement à vous rendre compte d'où est-ce que vous en êtes rendu, et ça c'est très plaisant. Voilà, pour la parenthèse solo, si vous êtes un joueur solo, bah, sachez que vous pouvez y aller les yeux fermés si le jeu vous intéresse, voilà, j'aurais préféré avoir un petit peu plus de personnages pour avoir peut-être un petit peu plus de profondeur en termes de nos choix. Maintenant, les persos sont très bien équilibrés les uns entre les autres, j'ai pas ressenti un personnage qui était moins fort que les autres. Et ça va dépendre aussi beaucoup du loot que vous allez récupérer, mais vous allez pouvoir vous les échanger, et ça c'est très intéressant. Donc, on a autour de ce Borderlands, l'arène des brutasses de Monsieur Torgue, une adaptation qui est formidablement réussie. Mais vraiment, je suis très surpris déjà, parce que vraiment j'en attendais pas énormément. Je suis très surpris de ce que propose ce jeu, je suis très surpris de la fidélité qu'il y a vis-à-vis du jeu vidéo, enfin tout du moins des combats d'arène, parce que c'est clair qu'on n'est pas dans un jeu de rôle dans lequel on va arpenter tout le Pandore pour pouvoir réaliser des quêtes, hein, c'est pas ça, on a bien compris, on est bien sur du combat d'arène, mais néanmoins, on a vraiment quelque chose qui est réussi, qui propose un matos de qualité, qui propose des scénarios qui sont plutôt bien écrits, il y a une petite narration qui est plutôt très sympathique, voilà. Vous avez un jeu qui est très dynamique, avec un système de dés que j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup ce système de dés, vous allez pouvoir donc choisir les dés que vous souhaitez, etc. Et avoir des dés qui vont perdre en valeur, c'est quelque chose que je connaissais sur le jeu de plateau Hellboy notamment. Vous avez des dés qui perdent de valeur lorsque vous faites, je sais plus exactement, mais bref. Et ce système-là, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, vous êtes blessé, vous avez un dé qui est un peu moins fort. Bah voilà, ça arrive, il va falloir vous soigner. Mais ça, c'est très cool. Vraiment, c'est très cool. Je suis ravi d'avoir pu tester ce Borderlands, l'arène des brutasses de Monsieur Torgue. Si clairement vous cherchez un bon jeu d'arène coopératif ou même en solo pour vous foutre sur la tronche avec quelques brutasses, eh bien ça, c'est clairement un must-have dans ce type de jeu-là. C'est un jeu qui est totalement adoré sur la chaîne Jeux en carton, et voilà, si j'ai un petit bémol à mettre quand même, il y a certaines règles qui sont pas nécessairement claires, mais finalement, le jeu est tellement bon que au bout d'un moment, vous allez passer cette frustration-là. Vous allez trouver, voilà, c'est qu'à un moment, il faut naviguer un petit peu dans le livret de règles. Je le dis là parce que ça me revient, vous voyez, j'ai tellement aimé le jeu que finalement, c'est quelque chose que j'allais oublier de vous dire, alors que c'est quelque chose qui généralement m'énerve profondément. Mais voilà, un jeu que j'adore sur la chaîne Jeux en carton, qui est clairement la meilleure adaptation de jeux vidéo qui est sortie ces derniers temps. Voilà, j'en ai fait quelques autres sur la chaîne, je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse. Bref, Borderlands, l'arène des brutasses de Monsieur Torgue, c'est bien, c'est très très bien. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Si tu as des réflexions, des commentaires, tout ce que tu veux, des questions, règles, quoi que ce soit, bah n'hésite pas à me les poser là-dessous. On en discutera ensemble, bien évidemment. Je tâcherai d'essayer de répondre à tous les commentaires. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Jeux en carton pour encore un programme riche, parce qu'on a beaucoup de choses encore. On a beaucoup de choses à évoquer. Voilà, on se retrouve bientôt. Tu likes, tu t'abonnes, la petite cloche. Et bientôt.